Bonjour. Alors, il est 15 heures, c'est peut-être l'heure de la sieste dans le sud, mais j'espère qu'on va vous réveiller avec un sujet passionnant. On va parler d'éco-conception et on va vous faire un retour d'expérience sur notre démarche d'éco-conception du site corporate de SNCF Connect and Tech. Donc, je me présente, je m'appelle Amira Dekil, je suis Delivery Manager au sein de SNCF Connect and Tech. Et je passe la main à mes collègues. Alors moi, je m'appelle Sylvain Bousselier, je suis développeur front sur le site corporate de SNCF Connect and Tech. Et moi, Rémi Brissot, développeur back chez SNCF Connect and Tech depuis 2014, et notamment sur le site corporate. Voilà. Alors, SNCF Connect and Tech, c'est une filiale privée du groupe SNCF Voyageurs. Donc, qui connaissait SNCF Connect and Tech? Pierre, c'est pas du jeu. Hein. Bah, c'est des collègues. Des collègues, quoi. Alors, SNCF Connect and Tech, il y a deux activités. La première, c'est une application et un site web de distribution de billets de train. Et donc, peut-être il y a quelques-uns qui l'ont déjà utilisé. Et donc, c'est pour les trajets courts et longs. On trouve aussi la recherche d'itinéraires, la recherche de trafic, mais c'est pour acheter, gérer et rechercher des trajets et avoir son billet de train. SNCF Connect and Tech, c'est aussi une société qui fait une deuxième activité, qui est le développement, la conception et la gestion d'applications de services numériques pour le groupe SNCF, mais aussi pour les régions et les territoires. Donc on a vraiment deux activités. SNCF Connect and Tech, c'est 209 milliards de billets vendus en 2023. C'est 1200 collaborateurs sur 3 sites. On est à Nantes, à Lille et à Paris. Et en ce moment, on embauche. Donc s'il y a des gens qui cherchent à monter sur Paris ou à Lille ou à Nantes, n'hésitez pas à regarder notre site. Et je vais donner la main à Rémi qui va vous donner quelques chiffres sur l'éco-conception. Alors, il faut savoir en fait que pour l'éco-conception, quand on fait des services numériques, il y a 3 tiers d'équipements qui sont utilisés. Il y a le tiers 1 qui est les équipements utilisateurs, donc ce qui permet en fait de consommer l'information. Donc c'est les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, tout ce qui est Google Home, les smartwatches, etc. Ensuite, il y a le tiers 2 qui sont les infrastructures réseau qui permettent de transmettre l'information. Donc c'est les câbles optiques, les antennes relais, la 4G, etc. Et ensuite, il y a les tiers 3 qui sont les centres de données, les data centers. Donc c'est le cloud, et ça permet surtout de traiter, de stocker l'information. Donc c'est ce que cloud, serveur, etc. Là, juste pour info, au niveau de la salle, est-ce que vous pensez savoir qui consomme le plus parmi ces 3 tiers? Est-ce que vous pensez que c'est le tiers 1? Levez la main. Une personne? 2, 3? Est-ce que vous pensez que c'est le tiers 2? Une personne. Est-ce que vous pensez que c'est le tiers 3? Ah, il y a beaucoup plus de personnes pour le tiers 3. Eh bien, vous avez tous faux. Loin devant, c'est le tiers 1. Il faut savoir que c'est vraiment lui qui explose tout. On peut regarder, il n'y a aucun endroit où il est là, il n'est pas au-dessus de 60%. Donc là, on parle des utilisations des ressources et des minéraux, de l'acidification, du changement climatique, des émissions de particules, des matières premières, bref. Pourquoi? Parce que c'est la majorité de là où on utilise c'est les appareils, etc. Tout le monde en a. Et quand on le multiplie à l'échelle mondiale, c'est énorme. C'est vraiment ce qui fait le plus peur, en fait. Donc c'est vraiment là, en fait, où on va essayer de minimiser l'impact au niveau écologique. Là, pour information, ça date un petit peu, je crois qu'il a été fait en 2017, mais on voit que si on continue sur notre lancée, la consommation électrique explose. On voit que c'est une courbe qui est exponentielle. Et parce qu'en fait, on utilise de plus en plus d'équipements qui demandent de plus en plus de ressources, etc. Et les sites internet étaient de plus en plus consommateurs. Pour information, il y a 30 ans, les pages faisaient 115 fois de moins en termes de poids, ce qui est énorme. Est-ce qu'on a besoin de 115 fois de plus qu'il y a 30 ans? Est-ce que l'information n'était pas déjà correcte il y a 30 ans? Est-ce qu'on a besoin de cette information-là? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Je repasse la main à Amira. Alors, on va vous parler de notre démarche, comment ça a commencé et comment on a commencé à mettre en place la conception sur le site corporate. Je vais passer là.
Alors au début, en fait, on a commencé à adopter la démarche d'éco-conception dans nos projets d'une façon générale. Donc on fait la minimisation du code, l'optimisation des requêtes et la compression des serveurs. Ensuite, on a été formé par Green IT sur les 115 bonnes pratiques. Et donc c'est vraiment un référentiel d'éco-conception web. Vous pouvez regarder sur leur site, vous trouvez les 115 bonnes pratiques. Ensuite, on a commencé le projet et là, on a entendu parler du référentiel RGESN. C'est un nouveau référentiel qui est toujours en cours de construction. La plupart des gens connaissent le RG2A, c'est le référentiel de l'accessibilité numérique. Le référentiel RGESN, c'est le nouveau référentiel de l'éco-conception. En ce moment, il est en cours de construction, mais tout le monde pense que dans le futur, il y aura une loi qui va organiser ce référentiel et peut-être qu'il y aura des sanctions si on ne respecte pas quelques critiques par rapport à ce référentiel. Et donc, on a commencé à s'informer sur le référentiel. On a trouvé une société qui s'appelle Temesis, qui est une société qui participe dans l'écriture de ce référentiel et qui nous a formés sur la démarche d'éco-conception et le référentiel RGESN. Et on a commencé à mettre en place un fichier Excel avec les critères de référentiel. Et maintenant, on fait une revue de ce fichier avec tous les critères tous les 2 mois pour voir par rapport à ces critères, est-ce qu'on est conforme ou pas? Est-ce qu'on a mis les moyens pour atteindre ce critère-là? Et on essaye de mettre en place des actions pour les atteindre. Pour les différents sprints, on essaye de mettre en place des US spécifiques pour l'éco-conception, mais aussi pour les US qui sont d'une façon pour le développement, on essaye de mettre des definitions of done qui sont liées à l'éco-conception. Et enfin, on a aussi une revue de notre code par quelqu'un qui est l'expert éco-conception chez Temesis, qui fait une revue de notre code à la fin de chaque sprint pour voir si tous les critères de notre code ils sont dans la bonne pratique ou pas. Voilà les différentes étapes qu'on est en train de suivre jusqu'à maintenant. Et donc, je laisse la main à Sylvain. Alors, je vais vous faire mon retour d'expérience en tant que développeur front sur le site Corporate. Alors, est-ce qu'il y a d'autres développeurs front dans la salle? J'imaginais que mon métier était un petit peu plus populaire, mais bon. Je continue. Tu peux faire ta blague quand même. Je continue la présentation quand même. Alors du coup, on a suivi, pour mettre en place l'éco-conception dans le projet, on a suivi 5 règles que j'ai appelées pour les besoins de la présentation, les 5 commandements du développeur éco-responsable. Le premier commandement, du mobile first, tu développeras. On fait du mobile first parce qu'on veut en fait cibler, on veut mettre notre attention sur les terminaux les moins puissants et les réseaux les moins performants. Si notre site s'affiche et est fluide sur ce genre de service, on peut en déduire que notre impact carbone est réduit. Et ce, peu importe l'endroit où on va s'afficher, que ce soit une montre, un téléphone, un ordinateur. Des librairies, tu maintiendras. Alors, les référentiels d'éco-conception, comme tous les référentiels, ils sont amenés à évoluer avec le temps. Si on veut s'assurer d'être toujours à jour par rapport à ces référentiels, on doit mettre à jour nos librairies. C'est vrai surtout pour les grosses librairies qui sont beaucoup suivies. Si vous utilisez des petites librairies suivies par 3000 personnes, voilà, ce commandement peut ne pas s'appliquer. Mais en règle générale, sur les grosses librairies, vous allez avoir du coup ces mises à jour qui vont être faites, ainsi que des optimisations au niveau du code et des debugs, etc. Donc c'est toujours intéressant de maintenir nos librairies. Du code efficient, tu produiras. Avec ce commandement, on va aller au niveau de l'efficacité. On va essayer de coder le moins de choses possible pour faire le plus de choses possible. L'idée, ça va être de réutiliser des composants, réutiliser du code JavaScript, etc., etc. Le besoin fonctionnel, tu challengeras. Alors pour ce point, je vais vous faire un vrai retour d'expérience qu'on a eu sur le site. On a dû développer un composant onglet, donc un composant simple avec des boutons qui permettent de recharger du contenu. Ce composant, il s'affiche sur plusieurs pages de notre site. Il est également décliné sur
Il est également décliné sur deux styles graphiques différents, le tout géré en CSS. À côté de ça, on nous a également demandé de produire un carrousel qui, lui, ne s'affichait que sur une des pages du site. On a du coup challengé ce carrousel parce que ça voulait dire aussi charger une librairie de carrousel, tout simplement. On a challengé ce carrousel, on s'est rendu compte qu'en fait, fonctionnellement, c'était la même chose que l'onglet. On va appuyer sur des boutons au niveau de la pagination, sur les flèches, pour changer du contenu. On a du coup proposé de supprimer ce carrousel et de créer une troisième déclinaison au niveau de notre composant onglet qui, graphiquement, ressemblerait au carrousel. Ça a été accepté, du coup, on a économisé du code et on a économisé de la ressource en ne changeant pas cette librairie de carrousel. Alors, des outils de mesure et d'analyse tu utiliseras. Ici, on va essayer de suivre l'évolution de l'éco-conception pendant le processus de développement. On va vérifier au fur et à mesure qu'on code nos pages que le nombre de requêtes est viable, que les images ne sont pas trop lourdes, que les pages se chargent rapidement, etc. On va utiliser deux outils principaux. Le premier, c'est la Google Chrome Developer Toolbar. Dans notre cas à nous, mais on peut utiliser n'importe quel outil du genre, qui va nous permettre du coup de contrôler les différentes requêtes, contrôler le cache, contrôler la taille des images, le poids des images, etc. On a aussi utilisé un plugin Chrome de GreenIT qui va nous attribuer une note de A à F, il me semble, pour nous dire si notre page est éco-responsable ou pas. Donc, je ne trouve pas que ce plugin est particulièrement fiable, mais si jamais il vous indique que votre page a une note de E, c'est que de toute façon, il y a un problème sur votre page, et du coup, ça reste un bon indicateur. Maintenant, je vais vous parler des ressources, l'optimisation des ressources du site. Quand je parle de ressources, je parle des images, des PDF et des polices au niveau du site. On va d'abord commencer par les images, qui est le plus gros des sujets au niveau de l'éco-conception. Sur notre site, nous avons deux types d'images. Nous avons tout ce qui est iconographie et nous avons aussi le reste des images qui comprend du coup des schémas, des photos, etc. Pour les icônes, on a utilisé le format SVG. Donc c'est un format qui est particulièrement intéressant au niveau de l'éco-conception pour trois raisons. La première raison, c'est que c'est un format de fichier qui est compressible à travers le réseau. La deuxième raison, c'est qu'avec une seule image, vous allez pouvoir créer une infinité de déclinaisons en modifiant la taille du fichier ou sa couleur. Vous avez un exemple ici au niveau du bouton. Donc on a un bouton qui s'affiche quand il n'est pas survolé. Donc on voit que l'icône est blanche et au survol, l'icône devient noire. Ici, on n'a qu'une seule image qui est chargée sur le site. On n'a pas deux images. La troisième optimisation avec ces fichiers SVG, enfin le troisième atout, j'ai envie de dire, de ces fichiers, c'est également qu'on peut les intégrer directement. On peut prendre le code du SVG et l'intégrer directement dans le fichier HTML. À ce moment-là, on va économiser une requête supplémentaire sur le site. Le désavantage de faire ça, c'est qu'on ne va plus bénéficier du cache au niveau des images. Pour le reste des images, on a utilisé du WebP. Je ne sais pas si les gens connaissent ce format ici. C'est un format qui va vous permettre d'économiser entre 25 et 35% en termes de poids de l'image sans réelle perte au niveau graphique. Du coup, cela va induire une vitesse de chargement plus rapide au niveau des images et du site en lui-même. De plus, c'est quelque chose qui est peu connu, je pense, c'est un format qui prend en charge la transparence. Donc on peut gérer tout simplement de la transparence avec ces images. Le deuxième axe d'optimisation d'images qui est important, c'est la taille en elle-même des images. Actuellement, sur beaucoup de sites, on trouve encore des images qui vont faire par exemple 2000 pixels. On va charger ces images et sur un format mobile, on va utiliser du CSS pour réduire la taille de l'image pour l'afficher par exemple en 300 pixels sur un format mobile. Donc ça fonctionne visuellement, mais ce n'est pas du tout optimisé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'image qui va s'afficher sur votre mobile va bien faire 300 pixels de large, mais en fait, elle va avoir le poids de l'image qui fait 2000 pixels. Donc on va afficher une image de 2000 pixels au final sur un petit écran. Pour remédier à ce problème, on va essayer de faire en sorte que le back-office nous renvoie la
taille d'image exacte dont on a besoin dans l'endroit où on a besoin de l'afficher. Si je suis sur mon mobile, que j'ai besoin d'une image qui fait 300 pixels, je vais charger une image qui fait 300 pixels. Si je suis sur un desktop, je vais charger mon image à la taille exacte dans laquelle elle doit être affichée au niveau du navigateur. Pour faire ça, le back-office va nous renvoyer une liste de liens qui correspondent à chacune des images qu'on va avoir sur des breakpoints. Je ne sais pas si les breakpoints, ça parle à tout le monde. Du coup, par exemple, on va avoir 3 breakpoints. Le back-office va nous renvoyer 3 images avec les 3 bonnes tailles. Donc, mon image, par exemple, sur mobile, mon image sur tablette et mon image sur desktop. On va utiliser après, côté front, l'attribut source 7. On va utiliser l'attribut source 7 pour définir la liste de nos images disponibles et on va utiliser l'attribut size qui va nous permettre de définir des media queries pour ne charger sur le côté front que l'image à la taille correspondante à ce breakpoint. Je vais laisser Rémi vous expliquer rapidement comment il a optimisé les images côté back-office. Alors pour rebondir à ce que disait Sylvain, effectivement, il faut à chaque fois afficher l'image de la bonne taille. Du coup, on a un outil, nous, de notre côté back-office, qui s'appelle Drupal, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un CMS, et il nous permet de faire des styles pour chaque image. Un style, c'est un format d'image qu'on lui définit en amont. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, si une image s'affiche de 10 formats différents, j'ai créé 10 styles différents qui permettent d'envoyer à Sylvain les 10 formats qui correspondent. On a eu un cas particulier, on avait une image qui était arrondie, donc c'était un beau rond, etc. Et dans un premier temps, on avait envoyé une image carrée, et l'image carrée, Sylvain le traitait côté CSS. On s'est dit non, ça ne va pas, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, attention à la consommation au niveau client, il faut vraiment limiter un maximum. Donc ce que j'ai fait, c'est que l'image, je l'ai traitée côté back-office, avec des librairies PHP, j'ai mis un masque sur l'image qui me permet de masquer en fait tous les pixels qu'on n'a pas besoin, de réduire du coup la taille de l'image et d'envoyer l'image avec exactement le format qu'on veut pour afficher au niveau du front. Donc c'est ce qu'on a envoyé et là ça marche nickel. Alors maintenant, je vais vous montrer, pour finir sur le sujet des images, un cas d'optimisation qu'on a eu à mettre en place sur le site. Donc nous avons des images en bichromie. Donc nous avons en gros une image qui peut s'afficher sur 6 couleurs différentes. Plutôt que de charger 6 fois une image, on a fait en sorte que le back-office nous renvoie une seule image en noir et blanc. Cette image, on va la poser sur un bloc de couleurs et on va mettre une opacité sur l'image. De ce fait, on va se retrouver avec une seule requête réseau pour l'image. Cette image va être mise en cache. L'image est en noir et blanc. Donc tout ça déjà fait que l'impact est minimum. Et grâce au CSS, on va pouvoir gérer non pas 6 couleurs comme on en a besoin à la base, mais on peut potentiellement gérer 16 millions. Je vais maintenant vous parler des PDF, l'optimisation des PDF. Alors du coup, c'est un sujet qui normalement est plutôt côté contribution, mais je trouve intéressant de vous en toucher quelques mots. Comment on optimise un fichier PDF? On va tout d'abord se poser la question, est-ce que mon fichier, j'en ai réellement besoin? Est-ce que le contenu du PDF, je ne peux pas l'intégrer tout simplement dans mon site? Si j'ai besoin de ce fichier, peut-être que les images qui sont à l'intérieur de mon fichier, je peux les retirer pour alléger son poids. Si je ne peux pas retirer ces images, est-ce que les images ont été optimisées? On va aussi faire en sorte que les polices qui sont au sein de notre fichier, ce soient des polices système. Par police système, on entend des polices qui sont déjà installées sur tous les devices. On va éviter de demander à l'ordinateur de notre client, par exemple, de télécharger une police. On va vérifier que la définition d'export est bien en 72 dpi, qui est le format adapté pour le web. On va supprimer concrètement les pièces jointes et toutes les ressources externes qu'on pourrait potentiellement appeler avec le fichier. On va essayer de le réduire au maximum. Et on va ne laisser disponible dans le PDF que ce qui est vraiment lisible par le lecteur. Tout ce qui est annotation, commentaires, etc., on va essayer de le supprimer avant de le mettre en ligne. On va aussi pouvoir utiliser des outils externes comme PDF Compressor qui va nous permettre du coup de réduire la taille du fichier. Ensuite, on va tester, on va relire notre fichier pour être sûr que notamment PDF Compressor n'a pas fait de choses trop ignobles, on va dire, et on le remet du coup sur notre site. Dernier axe d'optimisation, en termes de ressources en tout cas, ça va être les polices. Alors, est-ce que vous saviez qu'on pouvait optimiser des polices? De mon côté, je ne savais pas. J'ai appris ce sujet en bossant sur ce site avec l'éco-conception.
Et je trouve que c'est un sujet qui est plutôt intéressant. Ça montre bien en fait comment on peut mettre des efforts pour optimiser nos ressources. Pour optimiser une police, en premier lieu, on va héberger nous-mêmes la police. On va éviter d'appeler des services externes comme Google Front, etc. Ça va avoir deux avantages. Déjà, on va économiser une ressource externe, ce qu'on cherche à faire globalement quand on fait de l'éco-conception. Et on va pouvoir modifier le fichier de la police en lui-même. Je vais vous expliquer après comment on peut le modifier et pourquoi on va le modifier. On va utiliser le format WOF2 qui permet une réduction entre 30 et 50% du poids du fichier. Je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un sujet qui est assez intéressant. Je pourrais vous en parler hors conf si vous avez des questions à ce sujet. Mais faites-moi confiance, le WOF2, ça réduit réellement le poids du fichier par rapport à un fichier TTF ou autre. Et enfin, on va pouvoir utiliser des outils externes tels que Everything Font, qui va vous permettre du coup de réduire le poids du fichier. Et c'est là où je vais vous expliquer comment on peut modifier un fichier de fonte pour réduire sa taille. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les glyphes. C'est exactement ce qui compose votre fichier de police. Imaginons que vous avez sur votre site une police qui contient du coup des glyphes de caractères latins, de caractères arabes et de caractères chinois. Sauf que votre site, il s'affiche qu'en français. Du coup, vous allez pouvoir, avec ces outils, supprimer les glyphes qui correspondent à l'arabe et au chinois. Et du coup, vous allez réduire forcément le poids du fichier. Donc là, je vous ai mis un exemple du coup d'image de notre police à nous. Certains des glyphes qui sont ici ont été retirés parce qu'on n'en a tout simplement pas besoin. Pour finir, on va parler un petit peu du code source. Donc il n'y a rien de très nouveau sur ce que vous pouvez lire ici. Pour optimiser le code, on va tout simplement concaténer nos fichiers. Si j'ai 3 fichiers CSS, je n'en veux qu'un seul pour économiser les ressources réseau. Pareil pour le JavaScript. Je vais aussi minifier le code. Je n'ai pas envie de garder mes commentaires, mes espacements, etc., etc. On a des outils actuellement, enfin aujourd'hui comme Webpack, qui font ça très bien de façon automatisée. C'est des choses qui sont très populaires, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus sur le fait que vous l'utilisiez. On va aussi créer du code efficient, comme je disais tout à l'heure, on cherche de l'efficacité, de la réutilisation de code. On va remettre en question l'utilisation des bibliothèques JS externes. Je vais vous donner un exemple. Si jamais je dois faire un accordéon sur mon site, je vais d'abord charger une librairie, je dois me poser la question, est-ce que ce que fait la librairie, je ne peux pas le faire en JavaScript natif? Si je peux le faire en JavaScript natif, on peut se reposer la question, est-ce que je ne peux pas le faire juste avec du CSS? Spoiler alerte, on peut le faire juste avec du CSS. Par contre, je ne vous le recommande pas parce que les balises qui permettent de le faire actuellement, elles ne sont pas accessibles. Donc il y a toujours un mix aussi à faire entre l'accessibilité et l'éco-conception. Enfin, si on doit utiliser une librairie CSS, on va essayer d'utiliser une librairie comme Tailwind qui va vous permettre de ne charger côté client que les classes qui sont réellement utilisées. Voici, je vais vous présenter les résultats qu'on a au niveau d'une de nos pages, qui est une des pages les plus lourdes qu'on peut avoir sur le site. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer la page réellement parce que le site devait sortir cette semaine, mais il sortira que la semaine prochaine. Il y a eu un petit retard dessus. N'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, vous allez le retrouver facilement sur Google. Alors, du coup, en termes de poids total au niveau des images, on va avoir 4 images, 8 icônes, 2 logos, pour un total de 37,2 kilobits. On va avoir un nombre de requêtes qui est égal à 27 et qui comprend également le poids des images, les requêtes correspondantes aux images ci-dessus. En temps de chargement sans cache, on va avoir 330 millisecondes et avec cache 200 millisecondes. Donc on est face à des performances qui sont relativement plutôt très correctes. Je voudrais dire aussi un dernier mot. Je voulais dire également un dernier mot par rapport à tout ce qui est, économie de ressources par rapport aux ressources. On peut se dire, effectivement, je vais économiser 2 mégas, 1 méga, quelques kilos, c'est pas forcément important, sauf que vous travaillez sur un site. Si tous les développeurs font le même travail et ont la même pensée que j'essaie de vous donner aujourd'hui, c'est plus 3 ou 4 kilos qu'on va économiser, ça va être des terras de données. Et l'impact écologique, il est réel. Je voulais aussi vous parler un petit peu du RGESN. Je me dépêche. Je voulais vous parler également du RGESN. C'est avant tout un référentiel d'intention. Plus vous allez mettre de l'intention à essayer d'optimiser votre code, meilleure sera votre note.
Je vous donne un exemple très simple. En termes, par exemple, de nombre de requêtes, ce n'est pas le RGESN qui va vous dire il faut tant de requêtes. C'est à vous de dire mon site, je suis capable, à l'heure d'aujourd'hui, de mettre une page qui va avoir tant de requêtes et pas la dépasser. C'est vous qui fixez vos objectifs. Et c'est à vous aussi, du coup, de faire de l'amélioration continue. Je donne la main à l'ami. Désolé pour le temps. Pourquoi le choix de Next.js? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on a commencé à développer en Next.js et on n'avait pas l'éco-conception comme facteur, on ne devait pas le mettre en place tout de suite au début. Donc, on a commencé à développer à peu près 2 mois, je crois. Et au bout d'un moment, on nous a dit qu'il faut faire de l'éco-conception, c'est important pour ce qu'on a compris tout de suite, et on a voulu le mettre en place. Mais on s'est posé la première question, est-ce que Next.js était compatible ou non avec l'éco-conception? La première chose qu'on a fait déjà, c'est la désactivation du preflight. Le preflight, qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous naviguez sur un site en Next.js, par défaut, le preflight est activé. Si vous naviguez sur une URL, il va charger automatiquement la page sans même que vous ayez cliqué dessus, pour que quand vous allez cliquer dessus, ce soit plus rapide. Sauf que nous, on n'a pas forcément envie de cliquer dessus. Si l'utilisateur n'en a pas besoin, on ne le fait pas. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a désactivé le preflight. Ensuite, il faut savoir que toutes les pages sont construites côté serveur. Côté front, il n'y a quasiment rien du tout. Au niveau de l'intelligence métier, etc., tout est fait côté serveur. Donc c'est côté back, etc. On essaie vraiment de tout focaliser là-dessus. Donc ça, ce n'est pas non plus un sujet. Et en fait, il faut savoir que Next.js est régulièrement mis à jour. Donc les perfs sont améliorés, les ressources sont diminuées, etc. On a donc conclu qu'effectivement Next.js était compatible avec l'éco-conception et c'était confirmé après par l'auditeur. Ensuite, pour la mise en place de cache, qu'est-ce qu'on a fait? Côté serveur, on a fait un cache côté PHP, pardon. On a mis OP-Cache qui permet que tous les traitements qui ont déjà été faits, s'il l'a déjà en cache, il va le réutiliser parce qu'il faut quand même réduire aussi l'impact côté serveur, pas que côté terminaux des clients. Côté Drupal, il a une gestion assez fine du cache qui est assez bien respectée. Du coup, on l'a utilisé, on l'a bien mis en pratique. Côté base de données et côté base de données, on a mis Redis. On l'a également utilisé pour Next.js parce qu'il fait beaucoup d'appels au niveau des fichiers système, etc., qui est assez consommateur. Mais Redis permet d'éviter des accès supplémentaires, des accès inutiles. Côté client, on a actuellement sur le site, on a 3 types de pages. On a décidé de le mettre à un jour. Il faut savoir que Drupal, automatiquement, il va annuler le cache et il va demander au client de recharger la page. Donc même si on aurait pu mettre plus en vrai, même illimité presque, parce que c'est Drupal qui va lui envoyer côté serveur en lui disant attention, cette page elle a été mise à jour, il faut que le client le recharge. Côté JS et CSS, à chaque mise en prod, on va régénérer ces fichiers. Donc ils vont avoir un nouvel ID. Donc on n'a pas besoin de lui mettre une valeur basse. Dès qu'on va avoir une mise en prod, bim, il va recharger les nouveaux JS et CSS sans problème. Au niveau des images, il faut savoir que les contributeurs, à chaque fois qu'ils uploadent une image, côté Drupal, ils rajoutent un identifiant derrière. Donc ce n'est pas non plus un sujet, on aurait presque pu mettre à l'infini, puisque de toute façon, ce sera une nouvelle image qui va apparaître. Ensuite, quand on a essayé on va mettre en place des vidéos sur notre site, et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mettre le plugin YouTube, et là vous voyez, j'ai même pas cliqué sur la lecture du vidéo, j'ai déjà 20 requêtes qui ont été exécutées, 3 mégas 6 qui ont été chargés, j'ai rien demandé. J'ai même pas cliqué, je sais même pas si l'utilisateur il a envie de voir cette vidéo. Ça ne sert à rien. Du coup, ça, on va pas le faire. Dans un premier temps, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des liens vers les plateformes. Donc ce sera tout simplement un lien vers la vidéo sur la plateforme. L'utilisateur, s'il a envie de voir la vidéo, il clique sur le lien, ça va charger, ça va être très bien. Si vous voulez d'autres techniques, je peux vous donner des tricks que je vous en explique d'autres. Ensuite, au niveau de l'hébergement, il faut savoir que chez nous, à SNCF Connect & Tech, on a Amazon, c'est un choix d'entreprise. Nous, quand on nous a dit vous allez faire de l'éco-conception, la première question qu'on s'est dit, mais est-ce que c'est du coup éco-responsable, éco-conçu, etc. Est-ce que c'est compatible avec l'éco-conception? Du coup, on les a appelés et ils nous ont donné une doc. Et effectivement, je ne savais même pas, mais actuellement, en 2022, Amazon utilise 90% d'énergie renouvelable, ce qui est quand même pas rien. Il faut savoir qu'en Europe, on a 100% d'énergie renouvelable sur tous les serveurs qui sont stockés au niveau Europe. Il faut savoir aussi qu'Amazon, pour chaque kilowattheure qu'il va utiliser, si ce n'est pas de l'énergie qui est éco-conçue, l'énergie verte, il va automatiquement en racheter de l'énergie renouvelable pour la réinjecter dans le réseau. Donc Amazon est devenu le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde. Ça non plus, je ne le savais pas. Il faut savoir qu'ils ont un objectif assez fort de 0 empreinte carbone en 2030. Ensuite aussi, il faut savoir que nous, on s'est
on éteint systématiquement nos recettes la nuit. On n'est pas là, ça ne sert à rien de consommer. À partir de 20h, quand tout le monde est parti, on éteint les serveurs. Ils sont allumés le matin à 8h avant que la première personne arrive. Il faut savoir aussi Pas que... la prod quand même. Comment ? Oui, pas la en prod. Pas en prod, tout à fait. Mais on va en parler de la prod après parce qu'on va essayer d'améliorer aussi les choses. Il faut savoir aussi que Amazon, il est scalable. Ça veut dire qu'en fonction des pics de charge, il peut allumer des serveurs, en éteindre, etc. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui est éco-responsable. Il faut savoir, au niveau de la prod, on va essayer de réfléchir, vu que les contributeurs ne sont pas là non plus la nuit, on va essayer d'éteindre les serveurs de contribution la nuit et que ce soit que le cache qui fournit le front pendant la nuit. Je vais laisser la main à Eh ben, on Amira. est arrivé à la conclusion. J'espère que c'était intéressant pour vous. On voulait dire à la fin que on a utilisé la démarche d'éco-conception parce qu'on voulait réduire notre empreinte carbone. Le slogan de SNCF Connect, je peux le montrer sur ton pull. C'est sur là. Ben, c'est innover pour rendre la mobilité durable accessible à tous. Et donc notre objectif, c'est prenez les trains parce que c'est plus écologique. Et donc c'était une logique qu'on fait l'éco-conception sur nos sites internet. Et maintenant, on encourage à mettre en place l'éco-conception sur tous les projets qu'on va faire dans le futur. Et donc, on essaye de former nos développeurs sur l'éco-conception et les sensibiliser par rapport à tous ces critères. Voilà, donc merci à tous. Et maintenant, on peut commencer à avoir vos questions. On a oublié... Et... Ouais, je vais finir juste par un petit point. Il nous manque un développeur qui est notre tech lead, Johan Salin. On voulait lui faire un petit coucou. Il regardera la vidéo enregistrée. Il n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui, mais c'est un pilier dans notre équipe et qui a aussi participé sur la mise en place de l'éco-conception. Donc merci Johan Salin. Oui. Merci pour cette présentation. Je m'appelle Lorraine. Moi, ce que j'observe au quotidien, c'est qu'il peut y avoir une espèce de dualité entre les objectifs d'éco-conception et les autres objectifs qu'on peut avoir quand on travaille sur un projet web. Est-ce que vous avez mis en place une méthode pour réussir à faire des arbitrages et objectiver un petit peu les objectifs et fixer des priorités ? Oui. Je vais commencer à répondre et après je vais laisser la main. C'est sûr que dans la vie d'un projet, il y a toujours des challenges à avoir entre l'éco-conception et les besoins métiers. Mais puisque l'éco-conception, c'était vraiment un critère important pour notre projet, et donc on essayait toujours de challenger les besoins et les fonctionnalités de métier pour leur dire ce que vous demandez, et il va diminuer notre note sur l'éco-conception. Il va un peu dégrader cette démarche. Est-ce que vous allez choisir cette fonctionnalité qui est très importante pour vous ou le critère de l'éco-conception? Et c'est là où, la plupart du temps, on a choisi l'éco-conception que la fonctionnalité du métier parce que c'est un site vitrine qui présente l'activité de la boîte avec cette image d'éco-conception et empreinte carbone minimum possible. Ouais. En fait, si on parle aussi de la dualité entre l'accessibilité et l'éco-conception, je pense qu'il faut d'abord mettre en avant quand même l'accessibilité, puisqu'on a quand même envie que notre service soit utilisable partout et par le plus grand nombre. Et puis, pour beaucoup de sites, l'accessibilité, c'est aussi une norme qui est obligatoire. Donc, on doit le mettre en place. Après, au niveau RGESN, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'intention qui compte et ils seront capables, lors des audits par exemple, de comprendre qu'on a eu un problème avec l'accessibilité et ce n'est pas quelque chose qui impactera réellement la note. Voilà, tant que des efforts sont mis en place. L'éco-conception, ouais. On a note d'éco-conception. Pardon. Merci. Il y avait Oui, merci pour la présentation. On sait que quand on adopte une code base, c'est toujours difficile de muter après vers d'autres choix. Je voulais savoir quelle proportion de temps vous consacriez à l'étude de solutions alternatives et maintenant d'autres technologies
plus légère nativement. Je pense, bon là vous avez fait des choix Next.js, dans le back des langages plutôt comme Go ou Rust, et dans le front des technologies plus légères comme HTMX par exemple. Oui. Alors, j'ai pas bien compris votre question. Je voulais savoir la part de temps que vous consacriez à l'étude de solutions alternatives, peut-être pour évoluer vers d'autres stacks. Oui, tout à fait. En fait, à chaque fois, on se pose tout le temps, à chaque fois qu'on va utiliser une ressource, on va essayer de voir s'il n'y a pas une alternative qui est plus performante, qui est moins consommatrice, etc. C'est notre quotidien maintenant. Il faut savoir que toutes les US qu'on écrit, etc., c'est notre premier critère, c'est est-ce que c'est éco-conçu ou pas. Donc à chaque fois qu'on va prendre, et même avec le métier, que ce soit les UX, UI, et même le métier, systématiquement, on remet tout le temps en choix leur décision. On leur dit ça, vous savez, ça ne va pas être éco-conçu, vous êtes sûr de ça. Si on fait ça, ça va coûter tant. Donc on va dire, c'est devenu notre quotidien. Au départ, le coût était assez important parce qu'on ne maîtrisait pas forcément. Donc on a dû tout analyser, on a dû remettre tous nos choix techniques, on a dû les remettre en question. On s'est même posé la question au niveau de l'hébergement, etc. On a vraiment tout réfléchi, quoi. Et à chaque fois, on essaie de faire le pour et le contre. Et voilà, c'est difficile à dire, c'est du quotidien maintenant. C'est comme l'accessibilité, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient du quotidien et vous ne vous posez plus la question du temps que ça prend, ça devient dans le dev, quoi. Je ne sais pas si j'étais clair, mais... Ça rejoint aussi la première question où parfois il y a des critères ou des choix qu'il faut faire. On avait des deadlines aussi. Il fallait sortir le site rapidement. Donc là, on a sorti un site, on a commencé en décembre, on le sort en juin. Et donc, on a dépassé les deadlines qui étaient prévus au début avant de commencer à réfléchir sur l'éco-conception. Donc, on a un peu décalé la sortie du site pour justement mettre en place l'éco-conception. Mais il fallait aussi respecter des deadlines qui sont conformes aux besoins de métier. Et donc, on a réfléchi à des solutions qu'on a pu mettre en place, mais il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre ou qu'on n'a pas pu les utiliser parce qu'il fallait avoir un délai encore plus court, long. Il y a aussi des choses qu'on a prévu de faire, mais a posteriori. Bonjour. Alors, moi j'ai une question pour vous. Je ne sais pas si vous avez cette problématique-là, mais je voulais savoir en fait si vous saviez à peu près quelle était la compatibilité avec les anciens navigateurs. Parce que nous, il y a des technos dont vous avez parlé, WebP, Tailwind, version 3.3 en tout cas, qui n'est pas compatible avec notamment des utilisateurs sur Windows XP ou ce genre de choses. Nous, malheureusement, c'est des anciens navigateurs qu'on est obligé de garder parce qu'il y a encore beaucoup de CA sur ces devices-là. Et en gros, voilà, vous parlez de technologies qui sont mieux pour l'éco-conception, mais est-ce qu'elles sont toujours compatibles avec un CA qu'on est obligé de garder, quoi. En fait, il y a de moins en moins en fait, de technologies qui est embarquée côté client. Ça devient de plus en plus light en fait, côté client. Donc effectivement, sur Windows XP, sur IE, Internet Explorer, je ne suis pas sûr que le site